Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Médien TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. La 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU, la COP28, bat son plein aux Émirats arabes unis. Les pays signataires de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques planchent sur plusieurs défis majeurs, dont le financement de l'adaptation, l'opérationnalisation du fonds pour les pertes et dommages. Ce dernier point concerne d'ailleurs directement l'agenda africain du climat. C'est donc de la diplomatie de l'Union africaine dont je souhaite vous parler aujourd'hui, une diplomatie continentale qui se trouve d'ailleurs à un tournant crucial en matière de changement climatique. Nous allons donc d'abord tenter de tirer dans un premier temps les leçons de la COP27 qui s'est tenue en 2022 à Sharm el-Cheikh, mais aussi et surtout explorer la feuille de route élaborée par le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, une feuille de route à même de permettre à l'UA de peser de tout son poids dans les négociations mondiales sur le climat. On en parle avec Madame Yousra Abourabi, qui est professeure associée de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat et qui est aussi l'auteur de cette feuille de route élaborée avec l'ECOSOC. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, cette feuille de route, en clair, ce sont les points clés à retenir et les principaux résultats de la COP27 et du chemin à parcourir vers la COP28. C'est plus ou moins l'intitulé de cette feuille de route. Je vous propose de revenir d'abord donc sur les conclusions de la COP27. Que retient-on de ce qui a été acté pour l'Afrique lors de la COP de Sharm el-Cheikh ? Oui, effectivement, Nadia, nous sommes en pleine COP28 et l'Union africaine se trouve à un moment crucial de son parcours en matière de diplomatie climatique, comme vous l'avez dit. Et donc, pour bien comprendre les enjeux des négociations de la COP28, il est essentiel de revenir sur ce qui avait été prévu et effectué lors de la COP27. La feuille de route sortie par l'ECOSOC permettant d'accompagner justement l'Union africaine dans ces négociations climatiques revient sur un certain nombre d'éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principal acteur chargé des négociations pour l'Union africaine, c'est le groupe africain des négociateurs qui, à la veille de la COP27, avait présenté un plan en 6 points. Ce plan, en fait, articulait un cadre stratégique global pour mener les négociations de la COP27. Et l'idée de cette feuille de route qui a été publiée sur le site de l'ECOSOC, c'est de voir si ces points, tels qu'ils avaient été élaborés, ont effectivement été mis en œuvre lors de la COP27 et ce qu'il reste à faire par conséquent pour la COP28. Alors, le premier point, la première dimension du plan du groupe africain des négociateurs se concentrait sur le financement et le financement accru en matière de climat envers l'Afrique. Et le rapport du comité permanent des finances de la Convention des Nations unies sur la lutte contre les changements climatiques révélait déjà qu'il y avait positivement une augmentation de 12% du financement mondial de la lutte contre le changement climatique, mais que quand même l'Afrique recevait une part bien inférieure des financements. Et d'ailleurs, si on revient au rapport du GIEC, les pays africains sont ceux qui reçoivent le moins de fonds climatiques provenant du Fonds vert pour le climat. Et donc, l'idée, c'était véritablement de plaider pour un meilleur soutien financier envers ce continent qui, rappelons-le, pollue le moins à l'échelle internationale. Il y a eu donc des propositions de réforme de la Banque multilatérale de développement, le lancement d'une deuxième reconstitution des ressources du Fonds vert pour le climat qui ont été mises en évidence lors de cette COP27 et donc c'est à suivre pour cette COP28. La deuxième dimension concerne le renforcement de l'action et du soutien en matière d'adaptation. Et le groupe africain des négociateurs a participé à l'élaboration donc d'un cadre dans l'objectif pour fournir une structure beaucoup plus solide d'indicateurs. Donc là, on parle des indicateurs permettant de savoir si on avance bien en termes d'adaptation, etc. Et lors de la COP27, des inquiétudes ont persisté quant au doublement des financements, à la manque de capacité de financement spécifiquement dans l'adaptation qui avait été projetée pour 2025
2025, et aussi les complexités procédurales liées à l'accès au financement de l'adaptation. Il y a quand même eu des évolutions positives au cours de la COP27, comme par exemple les promesses des plus de 200 millions de dollars pour le fonds d'adaptation et le lancement du programme d'adaptation de Sharm el-Sheikh, qui lui aussi fait partie des objets qui sont discutés aujourd'hui à la COP 28. Troisièmement, la COP27 a franchi également une étape importante en ce qui concerne la lutte contre les pertes et dommages, puisque le fonds a été lancé. Justement, c'était une demande spécifiquement également africaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et il y a eu une émission alternative sur ce sujet-là il y a 1 ou 2 semaines. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est quelque chose qui a été lancé, demandé par l'Union africaine et qui aujourd'hui a été opérationnalisé. C'était une attente de la COP 28. La 4e dimension, pour aller un petit peu plus vite, renvoie au renforcement de l'ambition en matière d'atténuation. Donc, comme vous le savez, il y a un objectif d'atténuation globale qui a été lancé par le GIEC, c'est-à-dire ne pas dépasser 1,5 degré. Mais cela n'a pas été véritablement bien réaffirmé à la COP27, et donc le groupe africain des négociateurs a mis l'accent sur l'écart entre les émissions qui a persisté et les progrès dans l'élaboration des stratégies à long terme pour une transition juste. L'idée, c'est véritablement d'accélérer la prise de position de plusieurs États pour s'aligner sur ces objectifs de réduction de gaz à effet de serre, et donc c'est ce que va suivre également sur la COP 28. Enfin, sur la 5e et 6e dimension, je sais que j'ai pris un peu de temps, l'idée c'est de soutenir la transition juste et durable pour l'Afrique et de maximiser le bilan mondial. Donc, il y a un bilan mondial qu'on doit faire pour mettre en évidence, ou pour plutôt évaluer l'équité et la transition juste. Évaluer l'équité et la transition juste. Alors, on a fait les 6 points, là, je crois, du groupe africain des négociateurs pour le climat. Où sommes-nous des attentes concernant la COP 28, soulignées dans la feuille de route dont vous êtes l'auteur, Yousra Abourabi, dans le contexte que vous venez de nous décliner, à savoir que le continent africain est le continent le moins pollueur, mais il est celui qui reçoit le moins de fonds pour faire face à ce changement climatique. Oui, alors plusieurs recommandations ont été déjà faites à l'issue de la COP 27 par les acteurs de l'UA. Donc cette feuille de route, elle ne fait que plus modestement refléter les positions des différents acteurs engagés pour le climat sur le continent. Et parmi les attentes de la COP 28, il y a en premier lieu, concernant l'adaptation, la consolidation d'un cadre pour parvenir à un objectif mondial, l'importance de mettre l'accent sur l'élaboration d'indicateurs, et là l'apport des scientifiques est véritablement important. Encourager l'augmentation des financements et des investissements, notamment en faveur de l'Afrique, comme vous l'avez dit, et en particulier en faveur des communautés les plus vulnérables. Donc, il y a tout un travail à faire sur l'identification de ces communautés vulnérables, et notamment faire tout cela dans le cadre aussi du programme de Sharm el-Sheikh sur l'agriculture et la production alimentaire durable. Et là aussi, il y a un enjeu de taille en Afrique. Concernant les pertes et dommages, alors on a vu que cette semaine qu'il y avait eu l'opérationnalisation du fonds, comme cela avait été planifié lors de la COP 27. Maintenant, tout l'enjeu, ce sera d'avoir suffisamment de fonds nécessaires. Donc, il y a eu des promesses de dons, et on attend encore davantage de financement. Plus généralement, sur la question des financements, l'idée c'est que l'Union africaine puisse contribuer davantage dans les discussions sur l'orientation de ces financements et sur la manière dont elle peut y accéder dans le cadre de procédures qui seraient plus simplifiées. Et aussi, puisque plusieurs pays africains s'engagent déjà à réduire à participer à l'atténuation, même s'ils ne sont pas principalement pollueurs, eh bien, il y a une attente de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde, en particulier les pays pollueurs, pour qu'ils puissent véritablement s'engager et aligner leurs objectifs sur les objectifs préconisés par le GIEC sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de ne pas dépasser 1,5 degré
mondiale. Et concernant la question de la transition juste du développement durable, il y a l'attente sur l'opérationnalisation de mécanismes qui nous permettent à la fois de favoriser des transitions plus justes, plus équitables, plus durables, et de pouvoir les évaluer à travers des indicateurs adaptés. Les évaluer à travers des indicateurs adaptés. Vous venez d'en décliner quelques-uns, Yousra Abourabi. Donc là, on était à la fois et dans les attentes et dans les recommandations, me semble-t-il, pour permettre au continent justement de lutter efficacement contre le changement. C'est bien ça, changement climatique. Oui, à la fois dans les attentes et les recommandations. Bon, il y a des attentes concrètes pour cette COP28 et plus généralement, en fait, la recommandation globale, celle de l'ECOSOC, qui, rappelons-le, c'est l'organe qui représente la société civile au sein de l'Union africaine, c'est de dire que l'implication de l'Afrique au sein de la gouvernance mondiale du climat a bien évolué avec l'émergence de ce nouveau mécanisme de négociation au cours des dernières années. Et dans l'histoire de l'Afrique, il y a véritablement cette idée de passer à un front unifié à des positions communes, ce qui a quand même marqué un tournant dans l'histoire de la diplomatie continentale. Et la principale recommandation, c'est de poursuivre ces efforts malgré les difficultés initiales, de poursuivre, de continuer à appuyer le rôle des négociateurs africains et du groupe des négociateurs, d'augmenter la taille des délégations, la qualité des délégations, la formation des différents cadres des différents pays pour qu'ils soient plus au courant sur les questions climatiques, de diversifier les partenariats, y compris les partenaires financiers, parce que justement l'UA se trouve à un moment charnière de son parcours en matière de diplomatie climatique et qu'il est impératif qu'elle consolide ses positions communes et ses capacités à négocier pour le bien collectif du continent. Merci beaucoup Yousra Abourabi d'avoir été avec nous dans cette alternative dédiée justement à cette diplomatie continentale pour faire face au changement climatique sur le continent africain avec toutes ses spécificités. Et donc le mot final, ça sera de garder cette position commune et de renforcer ce groupe de négociateurs africains pour l'Afrique. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes professeur associé de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat et que vous êtes l'auteur de cette feuille de route justement de l'ECOSOC de l'Union africaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.